qu'est-ce qui s'est réellement joué dans la rue ce 2 octobre? D'un côté, la CGT parle de près de 600 000 manifestants. De l'autre, l'État et la préfecture comptent 195 000 personnes sur l'ensemble du territoire. Deux versions d'une même réalité, deux lectures politiques qui disent chacune une chose. La colère existe, mais son ampleur reste discutée. On commence par l'image, des bannières au vent, des sifflets, des pancartes artisanales, des visages serrés par l'envie d'être entendus. À Paris, la préfecture parle de 24 000 personnes, bien moins que le précédent rendez-vous du 18 septembre. Mais dans des villes comme Toulouse, Rennes ou Nantes, des cortèges se forment et la tension politique se mesure aussi aux occasions ratées de dialogue entre syndicats et gouvernement. Cette journée n'est pas un simple défilé. C'est le résultat d'un été et d'une rentrée où l'intersyndicale a donné des ultimatums et voulu marquer la continuité d'un mouvement. Pour comprendre l'importance du 2 octobre, il faut revenir 10 jours en arrière et se souvenir que ces rendez-vous s'inscrivent dans une séquence, le 10, le 18 septembre, qui a pris une ampleur nationale et qui, selon les syndicats, a rassemblé déjà des centaines de milliers de personnes. Ce calendrier force le gouvernement à gérer à la fois l'onde de choc social et la communication. Comment dire l'ordre public sans paraître sourd aux revendications? Les chiffres très différents, syndicats versus ministère, ne sont pas qu'une querelle de maths. Ils servent à construire une narration politique. La rue est-elle massive au point d'imposer un changement ou est-elle fragmentée, ponctuelle et donc moins menaçante? En coulisses, les tractations sont multiples et parfois contradictoires. Les syndicats veulent maintenir la pression après un rendez-vous peu concluant avec le Premier ministre. Le gouvernement, lui, tente de délégitimer la portée du mouvement en mettant en avant des chiffres plus bas et des services publics qui n'auraient pas massivement répondu à l'appel. Résultat, le récit public se déroule sur deux pistes parallèles. La parole des organisations de travailleurs et la parole de l'État. Et entre les deux, le citoyen perd souvent la boussole. Un des indices de cette réalité contrastée se lit dans la participation dans la fonction publique. À la mi-journée, le ministère a mesuré un taux de grévistes dans la fonction publique d'État de 4,22%, largement inférieur à ce qui avait été observé le 18 septembre. Ce recul dit quelque chose d'essentiel. La capacité du mouvement à maintenir l'adhésion d'un certain nombre d'actifs dans un contexte où la vie économique et les obligations quotidiennes rendent la grève lourde à tenir. Mais attention, un faible taux de grévistes dans la fonction publique ne veut pas dire absence de colère. La jeunesse, par exemple, continue de défiler et de se mobiliser. Les organisations étudiantes évoquent des dizaines de milliers de jeunes dans la rue lors des précédentes journées et l'Union étudiante a recensé autour de 80 000 jeunes lors d'un épisode récent. Une donnée qui rappelle que la contestation se nourrit d'un renouvellement générationnel et de frustrations scolaires, sociales et économiques. Les étudiants n'ont pas les mêmes contraintes qu'un parent actif et leur présence signale une colère plus structurelle qui peut rejaillir sur les quartiers, les universités et les futures promotions de votants. Alors, quelles sont les lignes de fracture? D'un côté, les syndicats, CGT, FO, FSU, Solidaires, CFDT pour certains volets, cherchent à agréger des revendications hétérogènes. Salaire, retraite, pouvoir d'achat, services publics, conditions de travail. De l'autre, l'exécutif veut contenir le mouvement et montrer une normalité économique. Entre les deux, les médias, les patrons, les commerçants et les citoyens se demandent la grève va-t-elle infléchir une politique ou servir surtout à envoyer un signal politique à l'approche des échéances électorales à venir? La réponse n'est jamais immédiate. La rue peut forcer des concessions, mais elle peut aussi s'épuiser si la répétition des journées de mobilisation n'est pas accompagnée d'un rapport de force concret. Grève sectorielle large, blocage ciblé ou alliance structurée avec des professions stratégiques, transport, énergie, raffinerie, enseignement. Maintenant, et ça change quoi pour moi, citoyen? Si vous prenez le train, attendez-vous à des perturbations, parfois imprévues. Si vous êtes parent, une journée de mobilisation peut signifier une classe fermée ou des rendez-vous administratifs reportés. Pour les salariés du privé, l'effet est plus diffus. La grève peut jouer sur les horaires, retarder des commandes, occasionner des pertes pour les petits commerçants, mais aussi créer des boulevards de solidarité pour certains secteurs qui s'organisent. Pour les retraités, c'est moins une question d'employabilité que d'écart de récit. Beaucoup se reconnaissent dans des revendications sur le pouvoir d'achat, autres craignent la pénibilité d'un mouvement qui dure. Pour les jeunes, c'est directement une porte d'entrée dans l'action politique. Et les lycées et facs bloqués montrent que la mobilisation a une dimension formative et durable. Ses conséquences concrètes aménagent des alliances et des fractures. Un commerçant de centre-ville peut le matin perdre du chiffre d'affaires et le soir même se retrouver à soutenir l'action parce que sa fille est étudiante et qu'elle ne trouve pas de travail. C'est ce maillage humain, souvent invisible, qui transforme une série de manifestations en un mouvement social avec mémoire. Côté stratégique, observons 3 éléments qui expliquent la dynamique du 2 octobre. Premier élément, l'intersyndicale veut garder la main sur le calendrier et l'agenda médiatique pour ne pas laisser le seul récit au gouvernement. Deuxième élément, la multiplication des acteurs, syndicats, étudiants, organisations politiques, rendent les revendications plurielles, parfois contradictoires. C'est une force, largeur, mais aussi une faiblesse, diffusion du message. Troisième élément, la communication des chiffres devient une arme. Quand la CGT annonce près de 600 000, elle envoie un message politique fort. Nous sommes la réalité du terrain et nous faisons pression. Quand le ministère répond 195 000, il cherche à minimiser l'effet de contagion. Dans les deux cas, la bataille se joue tant sur les pavés que sur les plateaux télé. Le moment de tension maximale arrive quand la perception publique bascule. Si la colère paraît massive, le gouvernement peut être contraint à des concessions. Si elle paraît limitée,
il tient. Ce basculement se nourrit d'imprévus, une journée sans incident mais suivie d'une autre date annoncée, un blocage réussi d'un site stratégique ou au contraire, l'épuisement d'organisations incapables de soutenir la pression. Le climax, narrativement, c'est ce soir où la rue, en se dispersant, laisse des images, des cortèges apaisés, des affrontements isolés, des chants qui résonnent. Mais le climax politique se mesure aux décisions qui suivront. Nouvelles rencontres, petites concessions budgétaires, annonces symboliques ou refus de céder qui réorientent le conflit sur le terrain électoral. Quelles sont les coulisses ? Les réunions syndicales sont intenses. Les leaders évaluent les forces le matin et tranchent pour la suite en fin de journée. Dans l'appareil de l'État, on surveille la police, les préfectures et l'ordre public. On mesure les impacts sur les services essentiels. Dans les entreprises, les directions regardent le calendrier des commandes et des livraisons. Et dans les cercles politiques, on scrute les sondages. La sympathie pour la grève peut être large sans que l'idée de changer de gouvernement soit majoritaire. Bref, la décision publique ne se prend pas seulement dans la rue, elle se prend aussi autour d'une table avec des chiffres, des contraintes budgétaires et des calculs politiques. Pour le citoyen, le vrai enjeu n'est pas seulement l'épisode du 2 octobre, mais la suite. Si le mouvement se lasse, les effets resteront symboliques. Des manifestations, des témoignages, des discussions publiques. Si au contraire il réussit à arracher des alliances, par exemple une coordination entre enseignants, cheminots et employés des services publics stratégiques, il peut produire des ruptures concrètes. Embauche, hausse salariale, révision fiscale. Entre-temps, la vie quotidienne continue. Transport, foires, marchés, hôpitaux jouent le rôle d'un baromètre quotidien qui dira si la contestation change la donne. Et maintenant, que faire ? Pour un journaliste, vérifier toujours la provenance des chiffres et contextualiser. Pour un syndicaliste, construire des messages simples et des cibles précises. Pour un citoyen, s'informer, discuter avec ses voisins, comprendre ce qui touche son quotidien. Si vous voulez agir, vous pouvez commencer par échanger, pas seulement sur les réseaux. Aller à une réunion publique, soutenir une caisse de grève d'un secteur ou interpeller votre élu local sur ce que vous jugez prioritaire. La grève n'est pas une fin en soi. C'est un instrument. Savoir l'utiliser exige stratégie, sacrifice et capacité à convaincre l'opinion au-delà des manifestants. Pour conclure, le 2 octobre est une page de plus dans une rentrée sociale tendue. Les chiffres divergent, mais le paysage est clair. Une France qui débat, qui se fracture, mais aussi qui cherche des chemins de réponse. L'enjeu n'est plus seulement de compter les manifestants, il est de savoir si ces journées donneront naissance à une transformation durable des politiques publiques ou si elles resteront des épisodes de tension périodiques. La réponse viendra dans les prochaines semaines, pas seulement dans la rue, mais dans les décisions prises à Paris et dans les conseils municipaux, dans les négociations de branches, dans les campagnes d'opinion. Si cette histoire vous interpelle, dites-moi ce qui vous a concerné aujourd'hui. Avez-vous été touché par la grève ? Avez-vous perdu un jour de travail ? Soutenu vos enfants bloqués ou simplement regardé les images à la télévision ? Vos témoignages valent autant que les chiffres. Ils disent ce que la politique produit dans nos vies.